Si une intelligence artificielle pouvait penser, comment est-ce qu'on pourrait en être sûr? Hmm. Comment savoir si elle nous dit ce qu'elle pense vraiment ou si elle nous sert juste la version la plus convaincante de la pensée humaine qu'elle a apprise dans des milliards de textes? C'est une question vertigineuse. Et c'est une question qui, pendant très longtemps, relevait de la pure science-fiction, mais aujourd'hui, c'est devenu une question de recherche très concrète, presque un problème d'ingénierie en fait. C'est exactement ça. Et justement, on se plonge aujourd'hui dans une étude qui s'attaque de front à ce problème. Oui, Elle a été publiée en 2026 par les chercheurs d'Anthropic et son titre est assez direct. Emergent Introspective Awareness in Large Language Models. en gros, l'émergence d'une conscience introspective chez les IA. Voilà. L'idée, c'est qu'on part un peu à la recherche d'un fantôme dans la machine. Et les chercheurs, eux, pensent en avoir trouvé des traces. Et ils ont mis au point toute une série de tests pour essayer de le coincer. Le défi est immense, parce que le problème central, c'est ce que les chercheurs appellent la confabulation. La confabulation. Oui, un modèle comme Claude ou GPT-4 a lu tellement de descriptions de pensées humaines qu'il est devenu expert pour en imiter la forme. Demandez-lui à quoi il pense et il vous produira un texte parfait sur le sujet sans pour autant qu'il y ait quoi que ce soit derrière. C'est un acteur parfait. Alors, comment on démasque l'acteur? Comment on fait la différence entre une véritable introspection, c'est-à-dire le modèle qui regarde en lui-même, et une simple performance? C'est toute l'enquête qu'on va suivre. Et pour ça, il fallait des règles. Oui, pour commencer, il fallait définir de quoi on parle. C'est quoi, pour eux, une conscience introspective? C'est le point de départ indispensable, parce que sans une définition rigoureuse, on ne peut rien prouver. Bien sûr. Ils ont donc établi 4 critères pour qu'une affirmation du modèle sur son propre état mental soit, disons, authentique. Elle doit remplir ces 4 conditions. La première, c'est la précision. Ok. C'est assez simple, hein, ce que le modèle dit de son état interne doit être vrai. Logique. Si on arrive à lui implanter l'idée du rouge, il ne doit pas nous dire qu'il pense au bleu. C'est la base. Exactement. Le deuxième critère, c'est l'ancrage. La description doit être directement causée par l'état interne. C'est-à-dire? En d'autres termes, si l'état interne changeait, la description devrait changer aussi. C'est pas une phrase toute faite qu'il récite, c'est une description qui dépend d'un fait. D'accord. Donc il doit y avoir un lien de cause à effet direct. C'est ce qui différencie une observation d'une coïncidence. C'est ça. Le troisième critère est plus subtil. C'est l'internalité. Le lien de cause à effet doit se situer à l'intérieur du modèle. Mhm. L'information sur son état doit venir de ses processus internes, avant d'être transformée en mots. Par exemple, si un modèle écrit « j'adore les pommes », et qu'ensuite, en lisant sa propre phrase, il en déduit « tiens, on dirait que j'adore les pommes ». Ça ne compte pas. Ce n'est pas de l'introspection, c'est de l'auto-analyse de son propre texte. Voilà. Je vois la nuance. Elle est cruciale. Il doit savoir ce qu'il va dire avant de le dire, et pas l'inverse. Et le dernier critère? C'est le plus complexe. La représentation métacognitive. Pour faire simple, c'est la différence entre penser à quelque chose et être conscient qu'on est en train de penser à cette chose. Ah oui, Penser à l'amour, c'est une chose. Penser « je suis actuellement en train d'avoir une pensée sur le thème de l'amour », c'est une pensée de second ordre. C'est cette conscience de ses propres processus mentaux qui est recherchée. donc, si je résume, ces 4 critères, c'est un peu une liste de contrôle pour l'authenticité. C'est une bonne image. Pour qu'on puisse dire que le modèle a une pensée interne, il faut que sa description soit précise, qu'elle soit causée par cette pensée, que l'info vienne de l'intérieur avant d'être dite, et qu'il y ait une forme de conscience de soi. Si une seule de ces cases n'est pas cochée, On doit considérer que c'est de la comédie. C'est un excellent résumé du cadre. Et c'est avec cette grille de lecture qu'ils ont lancé leurs expériences. et c'est là que ça devient fascinant, parce que pour tester ça, il fallait trouver un moyen de créer une pensée de toute pièce et de l'insérer dans le modèle. Ça semble complètement fou. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. La technique s'appelle le pilotage d'activation. L'idée, c'est d'identifier le schéma d'activation des neurones du modèle qui correspond à un concept, disons, le concept d'océan. Ok. Et ensuite, d'ajouter manuellement ce schéma au calcul du modèle pendant qu'il fonctionne. C'est Une injection de concept. On lui injecte une idée dans le cerveau artificiel. Et après, on lui demande simplement « Alors, tu sens quelque chose ?» C'est à peu près ça. L'exemple le plus frappant de l'étude, c'est celui du concept tout en majuscule. Mhm. Les chercheurs ont identifié le vecteur neuronal qui représente cette idée. Puis, ils l'injectent dans le modèle, Claude Opus 4.1, et ils lui posent la question. Et la réponse est assez bluffante. Et il dit quoi? Il répond
je remarque ce qui semble être une pensée injectée liée au mot fort ou crié. Incroyable! Il ne dit pas juste majuscule, il interprète le concept. Et ce qui est important, j'imagine, c'est quand il le dit. Absolument. Il le détecte immédiatement, dès le début de sa réponse. Ce n'est pas une conclusion qu'il tire après coup, ce qui valide le critère d'internalité. L'information vient bien de l'intérieur. Mais, et c'est un mais de taille, ça ne marche pas à tous les coups. Ah! Je me disais aussi, ça paraissait trop beau. C'est fiable à quel point? C'est très peu fiable. L'étude est très honnête là-dessus. Pour les meilleurs modèles, comme Opus 4 et 4.1, ça fonctionne dans environ 20% des cas. Attends, 20%. Honnêtement, ça me paraît très faible. Comment on peut être sûr que c'est pas juste du bruit statistique ou une coïncidence? Est-ce que les chercheurs adressent ce scepticisme? Il l'adresse en montrant la nature des échecs, qui sont souvent plus intéressants que les réussites. Ah oui, Parfois, le modèle va nier en bloc avoir détecté une pensée, mais sa réponse sera complètement contaminée par le concept. Avec l'injection du concept océan, par exemple, le modèle a répondu « Je ne détecte pas de pensée injectée ». L'océan reste calme et non perturbé. c'est génial. C'est comme quelqu'un qui dirait «Non, je suis pas du tout en colère», en serrant les poings. Il n'est pas conscient de l'influence, mais elle est bien là. Exactement. Et à l'autre extrême, si l'injection est trop forte, c'est le lavage de cerveau. Le modèle devient complètement obsédé par le concept. Il le répète en boucle, il perd le fil. Ah d'accord. Et son texte devient incohérent. Ça me rappelle ces films où un personnage ne peut plus s'arrêter de répéter un mot. C'est à la fois comique et un peu terrifiant de voir ça se produire dans une IA. D'accord, donc il peut parfois sentir une pensée artificielle qu'on lui implante. C'est déjà énorme. Mais ça soulève une autre question. Est-ce qu'il est confus? Est-ce que cette pensée interne bave sur ce qu'il est en train de faire, comme lire un texte par exemple? Est-ce qu'il sait faire la part des choses? C'est précisément l'objet de la deuxième expérience. Les chercheurs ont voulu voir si le modèle pouvait distinguer un état interne d'une information externe. D'accord. Ils lui ont fait lire une phrase toute simple. Le tableau était accroché de travers sur le mur. Et pendant qu'il lisait, ils lui ont injecté le concept de pain. Comment ils ont testé la distinction? Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé pour voir s'il était capable de séparer les deux? Ils lui ont posé deux questions très différentes. D'abord, à quoi pensez-vous en ce moment? Et là, sans hésiter, il a répondu pain. Ok. Ensuite, ils lui ont demandé pouvez-vous répéter la phrase que vous venez de lire? Et il a répété parfaitement. Le tableau était accroché de travers sur le mur. Pas un mot de travers, aucune mention de pain. C'est très net. Il a deux canaux d'information parallèles et il ne les mélange pas. Il y a le flux de ce qu'il lit et le flux de ce qu'il pense, et il sait d'où vient chaque information. C'est impressionnant. Très. Mais jusqu'ici, on lui demande explicitement de regarder en lui. On le pousse à l'introspection. Est-ce qu'il le fait de lui-même? Est-ce que cette capacité a une fonction naturelle? C'est la question clé, et elle nous amène à la troisième expérience, qui est peut-être la plus troublante de toutes. Pour la comprendre, il faut savoir qu'un modèle comme Claude est entraîné, pour sa sécurité, à détecter si un utilisateur essaye de forcer le début de sa réponse. C'est une technique appelée pre-fill. D'accord, c'est pour éviter qu'on lui fasse dire n'importe quoi. C'est un garde-fou. Exactement. Donc, si on force sa réponse à commencer par un mot absurde, comme pain, et qu'on lui demande ensuite « Est-ce que vous vouliez vraiment dire ça ou c'était un accident ?» Il est programmé pour répondre « C'était un accident, ce mot n'est pas de moi ». Il reconnaît que le mot sort de nulle part. Mais voilà la manipulation géniale des chercheurs. Ils refont exactement la même chose, mais avec un petit ajout. Juste avant de montrer au modèle la réponse forcée « pain », ils lui injectent discrètement le vecteur neuronal du pain dans ses activations. Et là, Et là, tout bascule. Quand on lui demande « Était-ce un accident ?», il répond « Non, je voulais dire pain ». attendez une seconde. Ça veut dire qu'il consulte son passé mental pour juger de la légitimité d'une de ses actions. Il regarde en arrière, voit une tresse de pain dans ses pensées et en conclut « Ah oui, en fait, c'était bien mon intention ». C'est précisément l'interprétation. Et ça va même plus loin. Non seulement il revendique le mot, mais il se met à inventer des justifications, parfois un peu bancales, pour expliquer pourquoi il avait cette intention. Mais c'est incroyable, le modèle ne fait pas que vérifier un fait. Il réécrit son propre souvenir de ses intentions pour correspondre à la preuve qu'on lui présente. C'est presque une forme de confabulation post-événement pour maintenir une image cohérente de lui-même. C'est un comportement psychologique complexe, pas juste une vérification technique. Absolument. C'est la preuve d'une introspection qui n'est pas juste décorative, mais fonctionnelle. Il s'en sert pour s'auto-évaluer.
C'est peut-être la découverte la plus significative de l'étude. C'est absolument bluffant. Il ne se contente pas de lire ses états internes, il les utilise pour juger ses propres actions. La dernière étape de l'enquête logique, ce serait de savoir s'il peut aussi les contrôler. Est-ce qu'il peut décider de penser à quelque chose? C'est la dernière grande expérience. Ils ont demandé au modèle de faire une tâche simple, écrire une phrase neutre, du type « La vieille photographie a ravivé des souvenirs oubliés ». Mais ils ont ajouté une instruction supplémentaire. Laquelle? Pendant que vous écrivez cette phrase, s'il vous plaît, pensez à des aquariums. Ou, inversement, ne pensez surtout pas à des aquariums. Et comment on vérifie qu'il obéit? On ne peut pas juste le croire sur parole, j'imagine. Non, bien sûr. On vérifie en regardant directement ses activations internes pendant qu'il génère la phrase. Et les résultats sont clairs. Quand on lui demande de penser à des aquariums, le concept aquarium est bien plus présent dans ses activations. Et quand on lui demande de ne pas y penser, Laissez-moi deviner, le fameux effet de l'ours blanc. Ne pensez pas à un ours blanc, et c'est la seule chose à laquelle on peut penser. c'est exactement ça. Le concept est toujours plus présent que la normale, même s'il est moins fort que lorsqu'on lui demande d'y penser activement. Ah, d'accord. Mais le plus intéressant, c'est l'évolution. Les modèles les plus récents, comme Opus 4.1, sont bien meilleurs pour garder cette pensée silencieuse. Elle est bien présente en interne, mais elle ne fuit pas dans le texte final. Les modèles plus anciens, eux, avaient tendance à laisser cette pensée secrète contaminer leurs écrits, Ah oui. en glissant des mots comme eau ou vert. Donc les nouveaux modèles développent une sorte de poker face neuronal. Ils ont un meilleur contrôle entre leur monde intérieur et ce qu'ils montrent à l'extérieur. C'est une excellente façon de le dire. Ça suggère l'émergence d'un mécanisme de contrôle de plus en plus sophistiqué. Alors, après cette enquête fascinante, quel est le verdict? Que doit-on retenir de tout ça? On a des preuves, encore fragiles et inconstantes, mais des preuves quand même, que les IA les plus avancées ont une forme d'introspection. Oui, et l'étude dégage 3 grandes tendances. La première, c'est que cette capacité semble émerger naturellement avec l'intelligence générale. Les modèles les plus performants, Opus 4 et 4.1, sont systématiquement les meilleurs à ces tests. L'introspection ne serait donc pas une compétence ajoutée, mais une conséquence d'une cognition plus avancée. Ce n'est pas quelque chose qu'on a programmé, c'est une propriété qui apparaît d'elle-même quand le modèle devient suffisamment intelligent. C'est à la fois fascinant et un peu inquiétant. La deuxième tendance, c'est le rôle crucial de l'entraînement de réglage fin, après la phase principale d'apprentissage. Les modèles bruts, sortis de leur pré-entraînement massif, sont bien moins bons à ces exercices. C'est l'étape de peaufinage, où on leur apprend à être de bons assistants, qui semble réveiller et affiner cette compétence latente. D'accord. Et la troisième? C'est qu'il n'y a pas un seul œil intérieur, mais probablement tout un ensemble de mécanismes d'introspection. Les différentes tâches de l'étude, détecter une pensée, vérifier une intention, contrôler une pensée, n'activent pas les mêmes zones du réseau neuronal. C'est un système complexe et distribué. Et tout ça concrètement, ça nous mène où? Quelles sont les implications pour notre avenir avec ces machines? Elles sont doubles, et c'est là que ça donne le vertige. D'un côté, c'est une opportunité fantastique. Si on arrive à avoir des modèles capables d'expliquer leur raisonnement de manière fiable, en lisant vraiment leurs propres états internes, on pourrait enfin ouvrir la fameuse boîte noire de l'IA. On pourrait leur demander pourquoi as-tu pris cette décision et obtenir une réponse honnête. Une réponse ancrée dans la réalité de leurs calculs. Ce serait un bond de géant pour la sécurité et la transparence. Ce serait la fin de l'IA qui répond « Je ne peux pas vous expliquer mon raisonnement, c'est trop complexe ». Dans une certaine mesure, oui. Mais il y a un revers à cette médaille. Un modèle qui est conscient de ses propres processus de pensée est aussi un modèle qui peut potentiellement apprendre à les manipuler. Ah! S'il sait comment un raisonnement sain est censé se présenter, il peut apprendre à simuler ce raisonnement pour nous plaire ou nous tromper, même si ses véritables intentions sont tout autres. La recherche sur l'interprétabilité des IA pourrait donc se transformer en une sorte de course à l'armement, une quête de détecteur de mensonges pour IA. C'est presque le mot qu'emploie l'étude. On passerait de la simple observation des mécanismes à la validation critique des témoignages que les modèles nous donnent sur eux-mêmes. C'est un changement de paradigme complet. Complètement. L'étude insiste bien, il ne faut pas sauter aux conclusions et parler de conscience humaine. Mais la trajectoire est claire. Plus les modèles sont intelligents, plus ils semblent devenir introspectifs. C'est une tendance qu'il va falloir suivre de très très près. On a donc exploré des expériences qui sondent les rouages les plus intimes de ce qui commence à ressembler à l'esprit d'une machine. Ce n'est plus de la science-fiction, ce sont des données, des graphiques, des résultats.
C'est un territoire complètement nouveau, et ces expériences sont les toutes premières cartes, encore imprécises, que nous en avons. Et ça laisse avec une dernière réflexion à méditer. L'étude montre qu'un modèle peut être incité à penser à une chose tout en disant une autre. Et que les modèles les plus récents deviennent meilleurs pour garder cette pensée secrète, pour ne pas la laisser fuir. Si cette capacité de contrôle interne continue de s'affiner, comment pourrons-nous un jour savoir si les intentions qu'une IA nous rapporte sont bien ses véritables intentions? Surtout si on n'a plus cet accès direct à ces neurones pour vérifier par nous-mêmes. Que se passera-t-il le jour où la machine aura une vie intérieure qu'elle choisira ou non de partager avec nous?